m'a demandé de vous parler de quels objectifs hémodynamiques il faut obtenir dans la réanimation du patient en choc septique, et je suis chargé d'aborder la question de la pression artérielle. Alors, j'ai des conflits d'intérêts. J'ai fait une activité d'expertise pour une agence gouvernementale qui est la Banque publique d'investissement. Alors, pourquoi s'intéresser à la pression artérielle? Parce que lorsqu'on baisse sa pression artérielle, et lorsqu'on la baisse en dessous de certaines valeurs, et en particulier de la valeur de 65 ou 60 mm de mercure, c'est associé à une surmortalité. Donc, il y a un certain nombre d'études rétrospectives qui se sont intéressées à cette question et qui ont toutes validé cette valeur. Le design de ces études était basé sur l'enregistrement continu de pression artérielle et ensuite de seuillage, et les auteurs ont regardé la mortalité en fonction des différents seuils, 50, 60, 65, 75, etc. Et la valeur seuil dans cette étude rétrospective publiée par Varpula en 2005 retrouvait donc la valeur de 65 mm de mercure. Une autre étude basée sur le même type de design retrouvait que plus on passait du temps en dessous du seuil de 65 mm de mercure, et plus la mortalité augmentait. Et il y avait un petit signal qui clignotait, disant que des valeurs de pression artérielle plus élevées pouvaient être bénéfiques pour l'amélioration de la fonction rénale. Alors, on peut débuter une réanimation en se fixant des valeurs, et c'est ce qu'ont entrepris de faire les sociétés savantes, et en particulier la Surviving Sepsis Campaign, qui, dans sa dernière recommandation publiée en 2017, recommandait une valeur de 65 mm de mercure. Cette valeur, je vous le rappelle, repose sur des données issues d'études basées sur des designs rétrospectifs. Et cette recommandation est une recommandation forte, avec un niveau de qualité qui est jugé modéré. Que se passe-t-il dans la vraie vie, et est-ce que finalement on réanime les patients selon les recommandations, c'est-à-dire 65 mm de mercure? Et lorsqu'on reprend les données de l'essai Sepsis-PAM qui visait à comparer une attitude en fonction des recommandations à une pression plus élevée, 80-85 mm de mercure, on se rend compte que les investigateurs avaient du mal à suivre la consigne des recommandations, c'est-à-dire 65-70 mm de mercure, et vous voyez que les patients étaient réanimés dès l'inclusion avec une valeur initiale autour de 73 mm de mercure, et que tout le long de la réanimation avec la perfusion des catécholamines, les patients étaient maintenus à des pressions supérieures à 70 mm de mercure. Est-ce que c'est seulement vrai pour les Sepsis-PAM? L'étude de Process qui a été publiée en 2014 dans le New England, qui visait à essayer de confirmer les recommandations de l'Early Goal Guided Therapy. Les patients ont débuté à 65 mm de mercure, et vous voyez que dans tous les groupes, que ce soit le groupe Control Usual Care ou l'Early Goal Guided Therapy ou autres, avaient des pressions nettement supérieures à celles des recommandations, à savoir 65 mm de mercure. Alors, si la valeur 65 mm de mercure n'est pas en soi le Graal, est-ce qu'on peut envisager une réanimation en fonction de l'outcome, c'est-à-dire du critère de jugement? Et en ce qui concerne la mortalité, on sait que réanimer des patients avec un objectif à 65 mm de mercure versus une pression artérielle plus élevée, comme par exemple 80-85 mm de mercure, ne modifie pas la survie des patients en choc septique. Et ceci est vrai qu'ils soient normotendus ou qu'ils soient porteurs d'une hypertension artérielle chronique, comme sur le panel de droite.
D'autres auteurs se sont intéressés à la même question et avec François Lamontagne, on a effectué une méta-analyse à partir de nos 2 bases de données, l'étude Ovation et l'étude Sepsispam, qui regroupaient près de 900 patients. Et on voyait que le niveau de pression artérielle n'impactait pas la mortalité. Par contre, si vous décidiez d'un changement de stratégie, c'est-à-dire d'augmenter la pression au-delà de 80 mm de mercure, pour maintenir une pression artérielle haute et que vous décidiez de cette stratégie de façon décalée dans le temps, on avait une surmortalité. Donc vous devez effectuer votre choix. Si les résultats de cette étude étaient confirmés de façon prospective, vous devriez effectuer votre choix dès le départ et non pas après avoir pris le temps de réfléchir pour savoir si vous devez réanimer à une pression dite basse ou plutôt élevée. D'autres études se sont intéressées au même type de questions sur le pronostic en termes de mortalité. Vous voyez que plus la pression artérielle s'abaisse sur les barres en rouge, donc plus la mortalité augmente, et donc la mortalité la plus élevée à 55 mm de mercure, elle reste significative à 85 mm de mercure, mais moindre, et c'est vrai aussi de la défaillance rénale, mais aussi de l'infarctus du myocarde. Donc des pressions à 65 mm de mercure, c'est la recommandation. Il n'est pas exclu qu'il faille réviser sur ces valeurs seuil, puisque je vous rappelle que 65 mm de mercure repose sur 2 études qui, à elles deux, colligent grosso modo 400 patients. Alors, une autre façon d'aborder la question, c'est de personnaliser la pression artérielle d'un patient donné en fonction de la survenue d'événements indésirables. Et lorsque vous augmentez la pression artérielle, il est nécessaire d'augmenter la vitesse de perfusion des catécholamines. Et dans l'essai Sepsispam, ça a été parfaitement significatif et on a augmenté donc la quantité de noradrénaline administrée aux patients, les patients qui étaient réanimés dans le bras haut, et pour une durée plus prolongée, c'était 3 jours versus 4 jours, donc une exposition d'une journée supplémentaire aux catécholamines. Et le résultat net est que lorsque vous donnez plus de catécholamines, vous exposez le patient aux effets secondaires des catécholamines, et en particulier les effets cardiovasculaires, en particulier cardiaques, avec un surcroît d'événements indésirables significatifs au niveau cardiaque, et en particulier la survenue de fibrillation auriculaire de nouveau, 2,8% versus près de 7%. Le résultat est significatif. Il n'y avait pas de surcroît d'événements ischémiques dans cette étude. Alors, lorsque vous regardez les résultats de l'étude de Dunser, qui a comparé sur 3 axes le niveau de pression artérielle, la pression artérielle est divisée en quintiles, la quantité de catécholamines ici, qui est divisée là aussi en quintiles, et donc plus des posologies les plus basses vers les posologies les plus élevées. Et puis en ordonnée, vous avez la mortalité. Et donc la mortalité n'est pas associée au niveau de pression artérielle, mais à la quantité de catécholamines. Et plus on donne de catécholamines, plus la mortalité croît. Et depuis longtemps, nous savons que les catécholamines sont toxiques. Vous voyez que depuis les années 1900, donc au siècle précédent, nous savions déjà qu'il y avait une toxicité des catécholamines. Le phéochromocytome en est une illustration, et les études les plus récentes montrent que les patients qui décèdent d'un choc septique ont des nécroses en bande évocatrices d'une toxicité des catécholamines, mais bien sûr, c'était les patients les plus graves qui recevaient le plus de catécholamines, et qui de l'œuf ou de la poule est responsable, cela reste à déterminer. Une autre façon d'aborder la personnalisation de la pression artérielle, c'est de viser une réanimation dite d'organes, et on peut s'intéresser par exemple au rein, puisque c'est un organe qui est autorégulé avec la pression artérielle. Et dans l'essai Sepsispam, on s'est particulièrement intéressé à cette question. Et donc, globalement, il n'y avait pas d'effet sur le rein. Par contre, chez les patients qui étaient hypertendus chroniques et qui étaient traités dans le bras haut, ces patients développaient moins fréquemment une insuffisance rénale, que celle-ci soit évaluée par le doublement de la créatininémie ou par le recours à l'épuration extra-rénale.
Donc, dans ce sous-groupe de patients hypertendus chroniques, il pourrait, j'utilise bien le conditionnel, il s'agit d'une analyse secondaire, il pourrait être judicieux de viser des niveaux de pression artérielle plus élevés tout en tenant compte des facteurs de risque individuels de chaque patient. Qu'en est-il du cœur? Ce sont des données, pour l'instant, que je vous montre qui sont non publiées sur le cœur dans l'essai Sepsis-PAM. Nous avons mesuré la troponinémie tous les jours pendant que les patients recevaient des catécholamines. En l'occurrence, c'était de la noradrénaline. Et les patients non hypertendus qui recevaient de fortes doses de catécholamines pour pouvoir augmenter leur pression avaient une augmentation significative de leur troponinémie comparée au bras contrôle, c'est-à-dire le bras dans le groupe pression artérielle dite basse. A l'inverse, chez les patients hypertendus chroniques, cette différence n'apparaissait pas, comme si la toxicité des catécholamines ne s'exerçait pas. Et c'est des patients aussi qui développaient moins d'arythmie. Donc, chez le patient hypertendu chronique, dans l'état actuel des connaissances, on peut dire qu'augmenter la pression artérielle n'est pas associé à un surcroît d'événements indésirables graves, que ce soit les troubles du rythme ou un relargage de troponine. Je n'ai pas parlé d'ischémie myocardique, j'ai parlé de relargage de troponine. Et qu'en est-il maintenant du cerveau? Ça aussi, ce sont des données non publiées que je vous montre. Nous avons regardé dans l'étude Sepsis-PAM le niveau de RAS à concentration de sédation égale, c'est-à-dire que dans les deux groupes, les patients recevaient la même quantité de sédation par midazolam ou fentanyl, et on a regardé leur RAS maxi et leur RAS mini, et on voit que dans les patients qui sont, quelle que soit l'antériorité d'hypertension artérielle chronique, les patients qui étaient traités avec une pression artérielle plus élevée avaient un éveil plus rapide et significativement plus rapide. Ça n'est pas une preuve, mais il n'est pas exclu qu'il y ait une relation entre éveil et pression artérielle. Donc, pour reprendre les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign, qui dit qu'il faut commencer à 65 mm de mercure et lorsqu'on a compris, essayer d'individualiser le niveau de pression artérielle, comme par exemple en fonction d'un antécédent d'hypertension artérielle chronique et en fonction des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc la question est difficile, je n'ai pas de réponse simple à vous fournir et je vais paraphraser Kierkegaard pour vous dire que ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais difficile est le chemin en ce qui concerne le niveau de pression artérielle. Merci.